on est exactement, on est là-dedans. Et alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, moi j'ai vu sur Facebook, une petite vidéo qui était magique. Elle montrait Villani, c'est un lapsus que vous me pardonnerez. Donc Villani qui explique que, je ne sais plus à quel propos, le calendrier est décalé, la journaliste lui dit le calendrier est décalé, mais pas du tout, c'est pas décalé, ça s'inscrit dans une autre, alors je ne sais plus quelle est la formule, excusez-moi, j'ai oublié du coup, enfin, en gros dans une autre temporalité. Voilà, et puis il y a une petite succession comme ça de ministres qui disent, qui embellissent le réel tout simplement. Et c'est ça qu'on appelle la novlangue et c'est totalement juste. Mais j'ai quand même voulu essayer de vous parler d'autre chose. Parce que ça, je pense que bon, c'est acquis pour tout le monde. On nous ment, mais pas de n'importe quelle façon. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça Macron, comme macronienne, le grand bluff. Alors, il faut que je sorte, pardon. Juste que j'arrive. Ah, voilà. Excusez-moi, parce que comme je parlais, j'ai oublié de sortir mon papier. Oui. Des représentants du gouvernement. Alors ça, c'est une interview de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité des femmes, qui nous dit, on ne peut pas du tout décaler, je suis désolée. La réponse politique, alors c'est au sujet du harcèlement de rue, il y a une loi qui va être votée bientôt. La réponse politique doit être forte et elle l'est, car enfin, pour la première fois en France, on va verbaliser le harcèlement de rue. Toutes ont déjà été concernées. Ma fille de 11 ans échafaude déjà des techniques avec ses copines pour échapper au harcèlement de rue. Nous avons fait de ce sujet longtemps hors radar des politiques la grande cause de ce quinquennat. Puis, plus tard, dans une autre interview, mais toujours au même sujet, je continue d'affirmer que les lois de la République doivent s'appliquer partout. Je ne suis pas dupe pour autant. J'ai grandi à 2 rues du bar où s'est passée l'agression. Je sais très bien ce qui se passe dans le quartier. Il y a urgence, c'est la grande cause de ce quinquennat. Alors elle parle d'une agression d'une jeune femme, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été une vidéo virale, qui a répondu à un agresseur, et puis elle a reçu je crois que c'est un cendrier qui lui a jeté dessus. Et donc cette vidéo a été virale, et suite à ça, elle a donc été interviewée, Marlène Schiappa. Alors est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier dans ces 2 extraits ? Alors la grande cause, ça je l'ai mis 2 fois, c'était pour le plaisir, c'est pour montrer qu'il y avait quand même quelques éléments de langage qui revenaient. Oui ? C'est ça, tout à fait. Elle revient à des éléments qui sont tout à fait personnels et privés. Elle parle quand même de sa fille de 11 ans et elle parle d'elle-même et de là où elle a vécu toute son enfance. Alors ça c'est un premier élément. Elle n'est pas la seule. Regardez. Lors d'une interview, pendant la campagne présidentielle, Macron était avec Jean-Jacques Bourdin, c'était donc Bourdin Direct, et il lui dit, à propos de la réforme du chômage qu'il veut mettre en place alors qu'il n'est que candidat à l'époque. Jean-Jacques Bourdin, vous savez faire le métier de journaliste. Il y a dans votre région telle ou telle offre d'emploi. Vous avez le droit d'en refuser une, pas 2. Si vous refusez la deuxième, vous sortez du système et vous n'êtes plus indemnisé. Je veux un système qui responsabilise, j'étends les droits, mais je veux qu'il y ait des devoirs. Alors, j'étends les droits, mais je veux qu'il y ait des devoirs, c'est quand même assez classique comme discours, on l'entend à peu près à chaque fois. On parle de droits, il faut qu'il y ait des devoirs. Par contre, on n'a pas forcément l'habitude qu'un candidat prenne à partie le journaliste qui est en train de l'interviewer pour lui dire concrètement ce qui lui arrivera s'il est au chômage et s'il vient à avoir des offres d'emploi. Ensuite, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, le 1er septembre 2018. Donc c'est vraiment au moment où la réforme du Code du travail est en train de se mettre en place. Bon là, ça va être un petit peu long, il y a deux diapos. Mais c'est pas 2018. Ça vaut le coup. Pardon ? Ah oui, c'est 2017. Faites bien de me le dire, moi je corrigerai. Donc Muriel Pénicaud est en face de Nicolas Demorand, qui est assez virulent. Il lui dit que
qu'en gros, cette réforme, elle va affaiblir les plus faibles. Alors il lui dit, non, elle dit, on veut permettre à un entrepreneur, un salarié, à ses représentants d'avoir leur mot à dire sur ce qui concerne au quotidien. Nicolas Demorand. Mais dans les petites entreprises, le référendum permet de déroger à la loi, elle n'est pas la plus forte. Pourquoi donc les salariés voteraient-ils à l'encontre de leurs intérêts? Excusez-moi, j'ai mis deux donc. Je ne me suis pas relue là. J'ai retravaillé hier, puis je vois que j'ai fait des bêtises. Vous, par exemple, si on vous propose un référendum, Nicolas demande, nous on est plus de 50. Déjà, elle lui dit, c'est hors de propos. Mais si vous étiez moins de 50, il faut faire confiance aux acteurs. On va leur donner un moyen pour qu'ils aient une voix. C'est un apprentissage de la négociation. Et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, il y a une maturité de la négociation. Il faut faire confiance aux acteurs. Et ça, c'est mon expérience de terrain qui parle. J'étais il y a quelques semaines dans une entreprise de menuiserie industrielle. Ils font un dialogue social formidable. Ils avaient des opportunités de marché. Ils ont décidé de travailler le dimanche. Ça existe, il faut aller voir. Ils n'ont qu'une idée, c'est qu'on les laisse avancer pour faire plus de progrès économique et plus de progrès social. Cette loi, c'est la différence entre ceux qui ne font pas confiance aux acteurs et ceux qui ont confiance envers les acteurs. Donc on est là dans quelque chose qui est assez similaire. C'est-à-dire, vous voyez, elle est encore en train de prendre son exemple, le fait qu'elle est allée voir une entreprise, et elle le généralise. Et son but, c'est vraiment montrer que ce sont des gens qui concrètement vont pouvoir bénéficier de cette mesure. Voilà. Alors, cette façon de faire, c'est tout simplement une façon d'incarner des éléments qui sont en fait très technocratiques, si vous voulez. C'est une façon de donner de la chair, donner de l'existence à des mesures qui sont jugées trop sévères, trop dures. Alors ça, on peut le ramener à une technique de narration pure et dure, c'est-à-dire que les ministres et Macron nous font des récits, à proprement parler, au sens littéraire du terme. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des récits avec des personnages, des protagonistes, qui vont vouloir telle ou telle chose, et le gouvernement va être là pour les aider et lutter contre celles et ceux qui pourraient entraver ces mesures. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, cette façon de mettre en récit, je vous ai mis ce qu'on appelle le schéma actantiel, qui est un schéma qui a été imaginé par Grémas, qui est un grammairien qui a fait donc ce schéma en 1966, donc ça commence à faire un bon moment, mais ce schéma il est magique parce qu'il permet de comprendre la structure minimum de n'importe quel récit. Et il se trouve que les récits que nous racontent les macronistes s'intègrent parfaitement là-dedans. Donc par exemple, quel pourrait être le héros dans notre histoire? Si on prend si on prend par exemple le discours de Muriel Pénicaud. Salarié. Pardon? Salarié. Alors, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le gouvernement et Muriel Pénicaud plus particulièrement, parce que finalement ce qu'elle fait c'est mettre en valeur son action. En revanche, l'objet c'est bien de, comment on dit déjà, libérer les énergies. Voilà. Libérer les énergies. Alors, l'émetteur, c'est la personne qui fait cette demande. La personne qui fait cette demande, a priori, dans son discours, c'est bien le peuple. Ce sont les salariés. Et qui reçoit le bénéfice de cet objet? Ce sont encore les salariés. Les adjuvants, c'est ce qu'on appelle les gens qui viennent aider à ça. C'est les gens qui se mettent au service de cette cause. Donc ça va être l'ensemble des ministres, ça peut être aussi les patrons, ceux qui ont expliqué qu'ils voulaient que les choses soient plus fluides, éventuellement les syndicalistes, en tout cas c'est ce qu'elles voudraient, que les syndicalistes aident à cette libération de l'énergie, et les opposants, eh bien, la France Insoumise par exemple, ou Nicolas Demorand au moment où il était en train de lui parler. Donc il y a vraiment une espèce de schématisation totale des forces, qui est extrêmement simpliste, mais qui a le mérite d'être assez efficace. Alors, est-ce que ça va? Tout le monde suit pour l'instant?
Alors, ces techniques de communication, ça n'est évidemment pas Emmanuel Macron qui les a inventées. Elles viennent des États-Unis et elles ont été mises en place dans les années 1980, milieu des années 80. En fait, c'est sous l'ère Reagan où il s'est avéré dans le monde du travail, car en fait, cette technique de narration qu'on appelle le storytelling, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, de ça. Cette technique de mise en récit a été inventée pour les entreprises, parce que l'économie changeant, les entreprises changeant, la façon de faire pour motiver les salariés ne suffisait plus, tout simplement. Ils n'étaient plus convaincus par ce que les entreprises leur faisaient faire. Donc il a fallu trouver d'autres techniques. Alors je vais vous lire très exactement le but du storytelling. Je vais retrouver. Alors c'est dans le livre Storytelling, qui est une mine, je vous conseille de l'acheter, c'est de Christian Salmon et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Que vous vouliez mener à bien une négociation commerciale ou faire signer un traité de paix à des factions rivales, lancer un nouveau produit ou faire accepter à un collectif de travailler un changement important, de faire accepter à un collectif de travail un changement important, y compris son propre licenciement, concevoir un jeu vidéo sérieux ou soigner les traumas post-guerre des GIs, le storytelling est considéré comme une panacée. Très vite, il s'est avéré que cette technique de mise en récit était d'une efficacité telle qu'elle devait s'étendre un maximum. Et évidemment, assez vite, c'est dans le milieu politique que cette technique s'est développée. Elle s'est développée beaucoup avec Bush. Vous avez peut-être aussi senti le changement qui s'est passé à ce moment-là, avec notamment, vous savez, l'axe du bien et du mal, notamment, où on définissait un gentil, un méchant, et tout devait s'organiser autour de ce grand récit. Voilà. Et quand on retourne en France, ces techniques se sont mises en place aussi. Oui, pardon. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais est-ce qu'on pourrait dire... Est-ce que vous m'entendez? Moi, ce que je comprends, mais à travers ce que je sais déjà, c'est que il y a des gens qui donnent des exemples particuliers pour prouver quelque chose qui n'aurait de sens que si c'était général. On croit qu'on a prouvé quelque chose alors qu'on n'a fait qu'illustrer ce qu'on est en train d'affirmer. C'est tellement vrai que je vais vous montrer deux exemples tout à l'heure, si on a le temps, où de quelques éléments, de quelques citoyens, on va faire l'occasion de former une loi entière pour l'ensemble de la société. Mais c'est exactement ça. Mais il y a aussi l'idée de partition, et voilà, il y a ceux qui nous aident, et puis il y a les autres. Il y a un but qui est le seul objectif. Il y a un objectif, et bon, enfin, je ne vais pas trop m'étendre parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer, mais en tout cas, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Et donc, en France, on a retrouvé ça aussi avec Nicolas Sarkozy notamment. Et il faut savoir que Macron, de par sa formation professionnelle, de par son expérience, vous savez qu'il a travaillé à la banque Rothschild, a été tout à fait formé aussi à ce genre de technique. François Henrot, son ancien directeur, attendez, j'essaie de voir si c'est la bonne diapo. Non, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est la suite. François Henrot, ancien directeur à la banque Rothschild d'Emmanuel Macron, disait de lui: à son poste, Emmanuel Macron a surtout appris à communiquer et à convaincre. Il a appris à faire ce qu'on appelle l'equity story, c'est-à-dire l'histoire qui va donner envie aux actionnaires de voter l'opération qu'on leur propose. Acheter des titres, apporter leurs titres. On y apprend d'une certaine façon ces techniques, pas de manipulation de l'opinion, mais un peu. Voilà ce que dit son ancien employeur. Et
Et donc cette technique est plus qu'utilisée, malheureusement, pour Macron, c'est toujours un petit peu difficile de parler de lui. Parce qu'il a du mal à nous faire croire qu'il fait partie du peuple. Vous vous souvenez peut-être de cette interview qui a fait scandale, qui a fait son petit scandale en tout cas, dont on a entendu parler, qu'il a faite au moment de la campagne présidentielle, où il s'est senti le devoir et l'obligation de nous expliquer qu'avec 1 000 € par mois quand il était étudiant, c'était quand même bien la galère. Et évidemment, ça montre à quel point il est absolument décalé et il ne peut pas se fondre dans le peuple. Ça lui est impossible. Donc, assez vite, à partir du moment où il a été président de la République, on peut imaginer que son équipe de communication lui a fait comprendre qu'il était peut-être temps d'arrêter de parler de lui, ou pas trop insister, ou en tout cas pas de cette façon-là. Et désormais, nous avons surtout droit à un Emmanuel Macron qui glorifie les autres, quand évidemment leur lumière peut retentir sur eux. Alors on a vu un exemple il y a très peu de temps, lors de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit quand il a reçu l'équipe de France. Il a quand même eu l'audace de leur dire « Restez comme vous êtes, ne changez rien ». Et en désignant la foule qui était devant lui, c'est de là que vous venez. En regardant la foule. C'est-à-dire, il s'adressait à l'équipe de France en disant « Vous êtes comme eux, regardez, vous êtes comme eux ». Enfin bon, j'ai trouvé ça d'un mépris terrible, mais on comprend bien quel était évidemment le but de cette phrase. C'était dire « Allez, on est des gens simples et on est tous ensemble ». Il a fait un peu la même chose lorsqu'il a reçu Amadou Gassama, qui est ce jeune homme qui a sauvé, vous savez, il a monté 4 étages et il a sauvé un enfant qui allait tomber du balcon. Il l'a reçu solennellement. J'ai donc regardé l'interview avec beaucoup d'intérêt relatif, disons, parce qu'il avait quand même du mal à s'adresser à ce jeune homme de façon un peu spontanée. Mais l'Élysée a fait un petit communiqué de presse, une petite communication, pour dire que Amadou Gassama avait donc été naturalisé, ou était en cours de naturalisation, en reconnaissance de son acte héroïque. Donc là, on est encore dans une héroïsation, c'est ça extrême, même si évidemment cet homme a fait quelque chose de très bien. Voilà. Plus largement, on a aussi cette tendance chez les ministres à utiliser l'autre systématiquement et s'en servir tout simplement pour parvenir à ses fins et pour convaincre. Encore une fois, Muriel Pénicaud a fait exactement ce que vous étiez en train de décrire, c'est-à-dire elle a expliqué que quelqu'un qui est salarié aujourd'hui et qui demain devient auto-entrepreneur, entrepreneur ou micro-entrepreneur, et il y en a beaucoup, ces citoyens-là ne sont pas protégés en termes de chômage. De la même manière, elle a expliqué que tous les salariés qui ont au moins 5 ans d'expérience et qui ont un projet pouvaient bénéficier de l'assurance chômage. Ce qui est très bien en soi, mais quand on fait les comptes, en tout, ça représente 80 000 personnes. Voilà. Et au nom de ça, au nom de ce qu'on peut considérer comme des minorités à un moment, une loi est mise en place. Alors parfois, la narrativisation est telle que on va tout simplement mentir. Marlène Schiappa, par exemple, le 21 mars dernier, à propos de la loi toujours sur le harcèlement, disait « Cet article de loi a aussi une vertu pédagogique. On n'a jamais autant débattu du harcèlement de rue depuis que nous avons annoncé que le gouvernement envisageait de l'interdire. » En réalité, on n'a pas débattu de la loi sur le harcèlement. La loi sur le harcèlement pose problème parce qu'elle semble inapplicable à de nombreux titres. Donc elle a totalement gommé la réalité des faits et la réalité du débat. De la même manière, Elisabeth Borne, au sortir du Sénat, après la validation de la réforme de la SNCF, a déclaré
C'est un motif de fierté au nom du gouvernement et à titre personnel. Après 3 mois de réforme, donc il y a encore à titre personnel, ça ils ne peuvent pas s'en empêcher, de discussions, de négociations, de co-construction avec le Parlement, l'Assemblée puis le Sénat. C'est aujourd'hui une nouvelle page qui s'ouvre pour le service ferroviaire. Donc, si je reprends mon schéma, en fait, vous voyez qu'il y a toute la partie opposant qui est totalement gommée. On n'est plus que dans une histoire qui ressemble à un conte de fées, finalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des protagonistes qui apparaissent et qui n'étaient pas prévus. Parce que là, pour l'instant, je vous ai montré des récits qui étaient préparés, discutés et qui étaient bien rodés. En revanche, il arrive que la machine se grippe. C'est ce qui est arrivé, très récemment encore, avec l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, qui était un homme de l'ombre, qui est toujours présent, on le voit sur les photos, mais qui n'était jamais apparu au grand jour. Donc, il s'avère, vous connaissez l'affaire, il s'avère qu'il est allé le 1er mai taper sur des manifestants en portant un casque de CRS alors qu'il n'en avait pas le droit. Bon, Macron, obligé de parler de Benalla, obligé de faire, de répondre quelque chose par rapport aux accusations. Et il nous invente un personnage, tout simplement. Regardez. Donc il est allé à la Maison de l'Amérique latine et, le 11 juin dernier, et il a dit, donc mesdames et messieurs les députés, qui étaient donc son auditoire, nous voulons regarder l'avenir avec confiance. Voilà le message résolu que les Français nous ont adressé. Je crois que je me suis trompée. Ah oui, non, je passais, excusez-moi. Non, mais c'était dans la droite ligne, c'était la droite ligne de ce que je disais, mais je reviendrai après. Excusez-moi. Donc Alexandre Benalla, c'est quelqu'un, donc le 25 juillet dernier, qui nous a accompagnés pendant la campagne, avec beaucoup de courage et d'engagement. Et c'est quelqu'un qui a permis, à un moment où, sortant de nulle part et qui n'était protégé et aidé ni par l'État, ni par les services publics, il était légitime d'avoir des gens qui organisent des déplacements, des réunions publiques. Bon, au passage, d'un point de vue syntaxique, c'est plus que moyen, mais bon. Il a été engagé par le mouvement. Il m'a accompagné avec beaucoup d'engagement, et quoi qu'il arrive dans cette affaire, je n'ai pas à oublier cet engagement et à ne pas me souvenir de ce qu'il a fait et de ce qu'il a été. Le 1er mai, il a agi dans une fonction qui n'est pas celle qu'il occupe à l'Élysée. Ce qu'il a fait est pour moi une déception. C'est une trahison. Ce collaborateur est sorti de ce cadre d'observateur pour devenir acteur. Dès que nous en avons été informés, le collaborateur a pris une sanction. Donc, il est vraiment dans un récit, il dessine un personnage complètement idéalisé, qui est cet homme qui s'est dévoué corps et âme pendant des mois. Vous voyez la répétition de c'est quelqu'un qui, l'insistance sur ce qu'il a fait et ce qu'il a été. Et alors ce qui est donc intéressant, c'est à la fin, le ce qu'il a fait pour moi est une déception, c'est une trahison. C'est-à-dire que si je reviens sur le schéma, l'adjuvant est devenu opposant, de façon complètement inopinée. C'était absolument... ça n'était pas prévu, et c'est ça qui a posé problème. Et dans ces cas-là, Emmanuel Macron n'a aucun problème à parler de trahison. Je reviens sur ce petit texte, vous voyez au passage, je ne sais pas si vous le voyez, là j'ai mis en italique Alexandre Benalla, donc qui est nommé très clairement tout en haut, voilà, ici, et puis tout d'un coup, il devient ce collaborateur et le collaborateur à la fin qui montre qu'il y a vraiment un éloignement affectif qui se passe au fil de ce discours. Voilà. Alors, Benalla lui-même s'est fait personnage. C'est-à-dire qu'il a pris son autonomie. Ça, c'est au moment de l'interview qu'il est allé faire à TF1, je ne sais pas si vous l'avez vu, où visiblement, il n'a plus de casque de CRS sur la tête. Il a des petites lunettes, il a une cravate, il a une veste. Il est parfait.
Il est parfait. Voilà. Et ce qui est encore plus parfait, c'est que quand on lui montre les images de ce qu'il a fait, il les regarde. Il ne baisse pas les yeux, il les regarde parce qu'il assume totalement son acte. En tout cas, quand il va faire cette interview, c'est pour dire qu'il assume parfaitement cet acte. Lui aussi se fait personnage. Il dit « Les médias n'ont pas diffusé les images de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après. » Il dit s'être opposé à des casseurs qui se rendaient coupables d'actes délictueux. Donc ce sont des termes forts. Et il ajoute « Je n'ai rien fait de mal. J'ai eu une réaction de citoyen. J'ai voulu aider, appréhender des gens qui sont pour moi des délinquants. » Donc il parle de réaction de citoyen. La journaliste ne bronche pas. Et il va faire une interview au Monde le 26 juillet. Et le Monde met comme titre, alors c'est pas le titre de l'article, mais comme accroche, comme on dit. Je prends des termes de publicité, mais je pense que vous me le pardonnerez. Tout citoyen a qualité pour appréhender l'auteur d'un délit. Je ne considère pas avoir fait une arrestation. Donc, on est là vraiment dans une invitation à se comporter en citoyen. Faisons tous pareil, comportons-nous tous en citoyens et allons casser la figure des personnes se rendant coupables d'actes délictueux, peu importe que nous fassions partie ou non de la police. Donc vous voyez, il y a ce personnage comme ça qui s'est créé et j'attends de voir avec impatience ce que ça va donner à titre personnel. Alors je reviens sur Emmanuel Macron, qui, dans ce cadre nouveau, a dû adopter une posture adaptée. Donc, je vous l'ai dit, hein, quand il parle de lui, il a un peu tendance à montrer son mépris. Je ne suis pas revenue dessus, mais bon, vous vous souvenez parfaitement, j'imagine, de l'ensemble des insultes qu'il a adressées à l'égard des fainéants, des illettrés, des alcooliques, des professionnels du désordre. Donc, il y a un moment, je pense très sincèrement qu'il a été question de changer d'attitude et il a adopté une posture beaucoup plus distanciée. Alors, je suis toujours sur ce discours à la Maison de l'Amérique latine. 24. Il dit « J'ai plutôt pris ce pli qui consiste à choisir les moments où je m'exprime et à ne pas me les dicter. » Je suis désolée, mais j'ai écrit comme il parlait. Donc, à ne pas me les dicter, les faire dicter, et je continuerai à le faire. Quand on est président de la République, on ne parle pas quand il y a une garde à vue et la justice qui fait son travail sur un sujet. Et lorsque les esprits s'embrasent pour être un des participants d'une mêlée à laquelle tout dans notre Constitution conduit à ne pas prendre part. Et que ceux qui chaque jour défendent la République, la main sur le cœur, nous expliquent qu'il ne faut pas la toucher, parce que ceci ou cela l'oublient rapidement quand il s'agit au fond de leur but ultime dans cette affaire, de salir le président de la République, de bousculer son pouvoir et avec celui-ci, nos institutions. Donc vous voyez comment Emmanuel Macron décide de prendre de la distance par rapport à tout ça. Il explique qu'il n'a pas voulu s'exprimer tout de suite. Hein. On sait qu'il a attendu une semaine pour parler. On peut penser, de façon plus prosaïque, que pendant une semaine, avec son équipe de communication, ils se sont réunis pour savoir ce qu'il allait falloir dire, faire passer la pilule. Bon. Et donc il prend une posture de héros, du personnage hors norme, qui permet de mener cette quête ultime, de servir la démocratie. Alors au passage, je me suis fait un petit plaisir. Donc ça c'est Emmanuel Macron qui fait son discours. Et je vous invite à porter une attention particulière à la ministre. C'est la ministre qui collabore avec le ministre de l'Intérieur, c'est Jacqueline Gourault, je crois. Donc c'est la dame qui est juste là. 5 €, c'est... La dame avec la robe rouge. Donc ça, pendant qu'Emmanuel Macron est en train de faire son discours, voilà, alors vous voyez qu'elle regarde, et puis bon, une petite larme lui échappe, 2 larmes lui échappent, et elle vérifie bien qu'elle a été filmée. Et ça, c'est complètement anecdotique, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, parce que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est trop beau. Voilà. Alors, donc Emmanuel Macron a très souvent tendance à dire
qu'il veut prendre de la distance et qu'il ne veut plus s'exprimer parce qu'il veut échapper à on va dire, à l'espèce d'émotion populaire, perpétuelle, qui pourrait lui faire dire et lui faire faire des bêtises. Voilà. Et au niveau national, chacune des mesures de son gouvernement, de ses ministres, qui sont envoyés au combat avec lui, comme autant de chevaliers, chacune de ces mesures est présentée comme légitime. Alors, légitime, c'est vraiment le mot-clé chez Emmanuel Macron. Si vous entendez une interview de lui, vous allez voir qu'il le dit tout le temps. Notamment dans l'interview qu'il avait menée avec Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin, j'en ai compté à peu près 7. Voilà. 6-7 fois où il a expliqué que son action était légitime. Alors la question de la légitimité, c'est un véritable leitmotiv, et on comprend pourquoi, parce que dire qu'une action est légitime, eh bien, si on se place dans le cadre du storytelling, c'est tout simplement une façon de dire « croyez en mon histoire ». Croyez-moi, mon histoire est belle et c'est ça qu'il faut faire. Une autre façon de comprendre cette obsession de la légitimité, c'est tout simplement de dire « la fin justifie les moyens ». Tout est bon pour parvenir à nos fins. En fait, en employant ce mot légitime, Emmanuel Macron joue sur toutes les connotations du terme. C'est-à-dire qu'il va parler de... En fait, on parle de légitimité en droit, c'est-à-dire on parle de légitimité d'un contrat. On parle de légitimité pour dire ce qui est fondé en justice ou en équité. Donc là, c'est la légitimité d'une revendication, par exemple. Et donc, il joue sur tous les tableaux, le droit, la morale et le sentiment de justice. Parfois, pour justifier son action, il est aussi possible d'exagérer le trait, c'est-à-dire de créer un phénomène de dramatisation. C'est ce qu'il a fait justement dans cette interview avec Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin le 15 avril dernier, où quand il justifiait la loi Asile et Migration qui était en train de se mettre en place, qui allait être votée, il a expliqué que nous avons affaire à un phénomène migratoire inédit, et qui va durer, donc ça je l'ai marqué entre parenthèses, mais sur tout le passage, là c'est juste un extrait, mais sur tout le passage, il va dire 3 fois que ce phénomène va durer. Qui est dû à des conflits géopolitiques, des problèmes climatiques, une grande pauvreté en Afrique, et une démographie africaine qui est une véritable bombe, il faut le dire. Donc là je le cite. Donc il a vraiment... par cette énumération et par cette gradation, voulu tout simplement faire peur aux gens qui étaient en train d'entendre. Et ça, c'est aussi une caractéristique extrêmement importante qui est essentielle de la narrativisation, je vais y arriver, du storytelling, c'est tout simplement de susciter des émotions. Quand Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin ont réagi à cette phrase sur l'immigration, Jean-Jacques Bourdin lui a dit « Je ne suis pas là pour exprimer une indignation, je suis là pour rapporter une indignation. » Il faisait part du fait que pour beaucoup de gens, cette loi est absolument insupportable. Ce n'est pas la même chose. Emmanuel Macron répond « Oui, je sais cela, et je la respecte. Je la partage comme vous, cette indignation. Je suis touché par chacune de ces situations comme vous. Il m'arrive de la vivre dans mes tripes comme vous, mais... comme je suis président de la République, ma mission est de ne céder à aucune facilité d'émotion ou de plateau. Donc vous voyez de quelle façon il prend de la distance et se pose comme quelqu'un qui, même s'il est un homme avec un petit cœur qui bat, pour le dire de façon un peu simple, il est tout à fait capable de prendre cette distance nécessaire. Et encore une fois, dans ce fameux discours à la Maison de l'Amérique latine, vous voyez tout en bas, il explique « Je ne sacrifierai rien ni personne sur l'autel de l'émotion populaire, de la démocratie instantanée. » Donc on est toujours dans cette prise de distance permanente, qui est tout simplement une posture. Dans cet océan d'émotions, le président de la République apparaît donc comme l'homme qui garde son calme et son cap, qui ne se laisse pas impressionner par les situations, prend des décisions justes, légitimes. Alors,
D'autres éléments qui apparaissent très souvent chez Emmanuel Macron, c'est l'expression « là où je suis » ou « là d'où je parle ». C'est quelque chose qu'il dit énormément et qui indique, encore une fois, qu'il a cette posture. Cette posture permet de toucher un point important et essentiel. C'est ce qu'il essaie de donner à voir de sa fonction de président. Alors, il explique notamment qu'on peut s'opposer à ces réformes parce qu'elles obéissent à la Constitution. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de raisonnement qu'il a eu, notamment lorsqu'il a été question des ordonnances. Il a expliqué très clairement qu'on pouvait utiliser les ordonnances, on pouvait passer par les ordonnances, parce que c'était inscrit dans la Constitution. Et que par son conséquent, s'opposer aux ordonnances, ça devenait s'opposer à la Constitution. Et si on s'oppose aux ordonnances, je finis ma phrase, si on s'oppose aux ordonnances, eh bien on est antidémocrate, antidémocratique, antidémocrate. On est contre la démocratie. Ça, c'est l'espèce de sophisme permanent qui est présent chez Emmanuel Macron. Et avec la loi immigration, on avait la même chose, puisqu'il expliquait que dans la mesure où le droit d'asile était toujours inscrit dans la Constitution, on pouvait faire cette loi asile-immigration sans aucun problème. C'était dans l'ordre de la Constitution, c'était démocratique, c'était tout ce que vous voulez, quoi. Oui, vous vouliez dire ? On remarque en fait dans son argumentation qu'il va utiliser un peu les mêmes pratiques que les multinationales ou les grandes entreprises, c'est-à-dire ça va tourner autour de 3 axes. Or, il y a un des axes qui ne va pas correspondre, mais ce qu'on fait légal, on ne fait pas de politique, et le passé appartient au passé. Là, le passé appartient au passé. Ça, c'est pour les. Ça, c'est pour la réforme. Mais là, on parle de l'égalité, il va toujours chercher à trouver une sorte de légitimité, en tout cas, dans son acte. Tout à fait. Il va toujours s'appuyer sur quelque chose pour légitimer ses mesures. Tout à fait. Et là où, à mon sens, il fait du sophisme aussi, c'est que, par exemple, on a Benjamin Griveaux, qui a récemment rappelé que Emmanuel Macron a été élu par les Français en occultant totalement les conditions de second tour présidentiel pour bien légitimer leur discours et leur politique infâme et faire croire que tous les Français sont contents avec eux H24. Ouais, mais c'est tellement juste que d'ailleurs, Macron et ses ministres disent régulièrement « mais nous avons été élus, nous faisons ce pourquoi nous avons été élus », alors que ça n'est pas forcément juste. Et effectivement, ça ne justifie pas tout, et ça ne justifie certainement pas de ne pas tenir compte des oppositions lorsqu'elles arrivent. Oui, alors, en fait, d'une certaine façon, cette histoire de constitution, c'est sa réponse ultime, c'est la réponse qui tue chez Macron. S'opposer à lui, à son gouvernement, à ses réformes, c'est aller donc à l'encontre de la Constitution. Il y a une forme d'absolu du pouvoir qui est revendiquée de cette façon-là, et contre lequel il n'est plus permis de s'opposer. À l'entendre, lui se contente de servir donc la Constitution, la République, la démocratie, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est la même chose pour lui de toute façon. Les institutions aussi, en agissant comme il le fait. La Constitution l'a précédé, il lui doit tout, et c'est un souverain de droit, et non plus... c'est un souverain qui est non plus de droit divin, mais de droit constitutionnel, qui se présente devant nous. Très rapidement, pour terminer, je reviens sur le discours à la Maison de l'Amérique latine. Vous voyez, je reviens sur quand on est président de la République, et à la fin du paragraphe, le but ultime est de salir le président de la République, de bousculer son pouvoir, et avec celui-ci, nos institutions. Vous voyez comme le lien, en fait, est permanent. Donc, on est passé, dans les 6 premiers mois, d'un Emmanuel Macron comme ça. Alors, j'ai fait des photos d'écran parce que pour des questions de droit, je ne pouvais pas... voilà. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ah non, pardon, je me suis trompée. C'est pas le bon. Ça, c'est George Bush. Il l'avait fait avant lui. Comme ça. Voilà. Un Emmanuel Macron, comme ça. Voilà. Et vous voyez comment les médias adorent entrer dans le jeu d'Emmanuel Macron.
Eh oui, parce que tout simplement, il se délecte, il se repaisse de ces récits qui sont faits. En fait, tout est servi sur un plateau. Il n'y a plus qu'à retranscrire, un peu comme je viens de le faire, le récit qui nous est fait, le conte qui nous est fait par le président et par ses ministres. Pas de regard critique, si peu, quelques analyses, mais très superficielles, et surtout insuffisantes parce qu'elles ne montrent pas ce caractère fictif, elles ne montrent pas cette fabrique émotionnelle, cette grammaire du discours, comme on pourrait le dire. Et de cette façon, on pourrait parler d'un règne de l'infotainment. Alors l'infotainment, c'est info-entertainment, c'est-à-dire l'info-spectacle. Ça va tellement loin que vous savez que ce sont des journalistes, en tout cas il y a des journalistes qui entourent Emmanuel Macron de façon très proche. Vous vous souvenez peut-être que c'est Bruno Roger-Petit, donc journaliste, qui est devenu porte-parole du gouvernement. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de Soisy de la Moissonnière. Ça, c'est un titre qu'a fait Mediapart. Voilà. Mediapart n'est pas le seul à avoir dénoncé cela, mais c'est lui qui l'a dénoncé de la façon la plus forte. Malheureusement, Mediapart est réservé aux abonnés. Donc tout le monde ne sait pas que la personne qui a fait des photos de communication pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron est aussi quelqu'un qui a envoyé régulièrement à la presse des photos pendant la campagne, en ne disant pas clairement qu'elle était chargée de la communication d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle se présentait plus ou moins comme journaliste. Disons que ça n'était pas fait de façon très claire. Donc elle a pu, vous savez ces fameuses photos où on voit Emmanuel Macron qui est devant un miroir et qui remet sa cravate, ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, il y a eu quelques photos comme ça qui sont un peu des images marquantes de la campagne, qui montrent à quel point c'est l'homme providentiel en fait, et elles ont été faites par sa chargée de communication et transmises directement aux journaux. On a aussi énormément de complaisance quand Emmanuel Macron se rend à Brégançon. Parce que là encore, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la lignée monarchique. Il se rend à Brégançon, il va reprendre en main la gestion de Brégançon, il va recevoir les plus grands, et notamment dans l'article du Point, dont j'ai cité un élément, on a vraiment ensuite, paragraphe par paragraphe, ce que chaque président de la République a fait lorsqu'il était à Brégançon. Et Emmanuel Macron s'inscrit dans cette lignée. On a aussi des vidéos qui sont encore une fois des vidéos envoyées par la communication de Macron, d'Emmanuel Macron faisant visiter le bâtiment à Theresa May. Vous l'avez vu. Donc voilà, il fait visiter ses appartements, il monte à l'endroit où Jacques Chirac a été pris nu par les paparazzi. Là, il explique qu'il mange à cette table, mais c'est une petite table, donc c'est pour être en intimité avec Brigitte. Enfin, voilà, on a vraiment le summum de cet infotainment que je vous disais. Autre chose, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Obs. Il faut juste que je retrouve la citation. Alors encore une fois, j'ai fait une petite capture d'écran qui vous indique à quel point ce discours était spontané. Donc l'Obs, le 13 juin, écrivait « Même assis à son bureau, Emmanuel Macron sait s'enflammer. Dans une vidéo qui le montre en train de peaufiner son discours devant la Mutualité mercredi, le chef d'État lâche « On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. » Dans cette vidéo, tweetée par sa directrice de communication Sibeth Ndiaye, ça c'est toujours l'Obs qui dit ça, il résume sa philosophie devant ses collaborateurs dans un langage familier à quelques heures du discours stratégique sur sa politique sociale prévu à Montpellier, mercredi vers 11h. Donc ils disent quand même, ils signalent quand même quelle est la source, mais on voit bien que c'est un élément qui est complètement anecdotique par rapport à tout l'ensemble. Et ça, c'est sous, ce petit texte, en fait, est sous. Il est ici. Donc il est sous la vidéo. Et après, on a la possibilité de regarder cette vidéo avec encore beaucoup d'intérêt.
Donc je pense que finalement, si on doit s'interroger, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau des contre-pouvoirs, dont les médias sont censés faire partie. Et pour réfléchir à tout ça, je vous ai mis un dernier élément qui est toujours dans le discours à la Maison de l'Amérique latine, mais encore une fois, ce discours est passé assez inaperçu parce que c'était l'été, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui y sont dites. Il explique, je vais vous le lire. Je vous dois toute la vérité. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code nucléaire, n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Alma, n'a jamais gagné 10 000 €, lui non plus n'a jamais été mon amant, quoique bagagiste d'un jour, n'a jamais eu ses fonctions dans la durée. Donc ça, c'est une façon de dire qu'il est moderne, qu'il parle de tout, mais c'est surtout une façon de mettre dans le même sac absolument toutes les accusations qui ont été portées contre Alexandre Benalla. On est d'accord. On a dit, sur Alexandre Benalla, on a dit tout et n'importe quoi. Qu'il soit parfois parlementaire, qu'il soit commentateur ou journaliste, les mêmes ont dit des fadaises. Donc là encore, tout le monde a dit tout et n'importe quoi, bref. Il est là pour défendre son honneur et l'honneur d'Alexandre Benalla, contre la terre entière. Ce que je regarde, c'est un spectacle où règne la tentation des pouvoirs de sortir de son lit. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, donc ça c'est le premier contre-pouvoir, les médias. Je vois un pouvoir médiatique qui est devenu un pouvoir judiciaire, qui a décidé qu'il n'y avait plus de présomption d'innocence dans la République, et qui veut fouler aux pieds un homme, et avec lui toute la République. À propos du pouvoir judiciaire, il dit aussitôt après qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème à ce que des informations, pendant qu'il y ait une instruction, puissent fuiter. Donc il dit nous avons un problème. Et nous allons faire quelque chose pour lutter contre ça. Donc il annonce que des choses vont être mises en place pour éviter que des informations malencontreuses puissent fuiter. Enfin, le pouvoir législatif, lui, croit qu'il appartient au Parlement de se substituer à la justice et de se constituer en tribunal populaire. Donc on a encore cette idée de tribunal populaire, d'émotion populaire. Et l'on voit une coalition baroque qui ne trompe personne, de ceux qui se revendiquent du gaullisme, mais en ont oublié la dignité, et des extrêmes qui sont cohérents, ils n'aiment pas l'État. Chacun doit garder son calme, et chacun doit rester au cœur de son exercice. Sous-entendu, tenez-vous tranquille, et ne venez pas nous chercher couilles, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais terminer, je voulais vraiment montrer que le véritable danger est qu'au nom de la démocratie, au nom de la République, au nom de la protection de la Constitution, que par ailleurs, il n'a aucun scrupule à changer quand ça l'arrange, Emmanuel Macron est capable de rejeter absolument toute opposition et surtout de faire en sorte de museler tout ce qui pourrait s'opposer à lui. Je ne reviens pas sur la loi fake news, qui, à mon avis, ne va pas passer, si j'ai bien compris, parce qu'elle pose trop de problèmes, encore une fois, ne serait-ce que par la définition de ce qu'est une fake news, Facebook peut-être, fake news, mais vous voyez bien quelle était l'intention de départ. C'était vraiment éviter de voir des informations compromettantes ou dérangeantes. Et finalement, la question de savoir si les news sont fake ou pas n'est pas si important que ça pour Emmanuel Macron. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des interventions, des remarques à faire, je vais faire circuler le micro. C'était juste comment tu analyserais le qui viennent me chercher, justement, dans quel ordre de type de Charles Xingal? Alors, le qui viennent me chercher, c'est encore... moi, j'entends Emmanuel Macron, j'ai vraiment l'impression d'être avec les chevaliers de la table ronde, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça là c'est des limites le western d'ailleurs. Si on peut le comparer à quelque chose, ce serait plutôt western. Mais il s'est encore donné une posture héroïque de l'homme qui n'a pas peur, qui veut bien, qui n'a pas peur du comment ça s'appelle là, oui, mais dans les westerns. Pardon? Ouais, bon, du duel. C'est un autre mot. C'est pas grave. Du règlement de compte, etc. Quoi. Et sauf qu'il est président de la République. Il sait pertinemment que par son statut, il ne risque rien. Il y a une immunité qui fait que de toute façon, il ne risque rien. Donc, personne ne va venir le chercher. Il va y avoir éventuellement d'autres informations qui vont arriver par la presse, mais on voit de quelle façon il est balayé d'un revers de la main.
Il y a éventuellement les parlementaires qui vont demander une session extraordinaire, qui vont demander à l'entendre, mais il ne va rien se passer, il n'est tenu à rien. Oui, la question c'est de savoir est-ce que je pense que ça s'inscrit justement dans ce storytelling ou c'est des choses qui sortent comme ça Non, je pense que c'est totalement réfléchi. Je pense que c'est vraiment cette posture de l'homme à part qu'il cultive. Alors, comme les médias sont complaisants, ils parlent de retour au gaullisme, parce que De Gaulle aussi a su former sa légende d'une certaine façon. Et lui, il veut s'inscrire dans une légende similaire. Mais je pense que, de toute façon, j'ai plutôt tendance à penser qu'Emmanuel Macron ne fait rien au hasard, pas parce que c'est un homme minutieux, précautionneux, etc., mais parce qu'il est entouré de plein d'experts, de plein de professionnels de la communication. Voilà. Je vais faire circuler, puis vous allez là. En fait, moi je voulais juste revenir sur l'affaire Benalla. Un point, je ne sais pas si vous le trouverez intéressant, mais vous voyez, lorsqu'il y a eu la communication gouvernementale et puis aussi tous les Macron et consorts, lorsqu'ils parlaient de l'affaire Benalla, et notamment lors des auditions à la commission parlementaire et au Sénat, une posture récurrente, c'était s'il s'agit d'un dérapage d'un individu. Alors que l'opposition, quand même, s'était fédérée pour dire qu'il y avait quand même une question de système, d'organisation du système Macron, et que peut-être ça devait être dénoncé. Or, eux, de manière récurrente et tout à fait sournoise et répétée, c'était non, c'est un individu. Vous voyez, les problèmes n'existent pas au sein du système, au sein de la République, au sein du système Macron. Il s'agit d'un individu isolé et on ne peut pas tenir pour responsable le président. Oui, parce que donc, voilà. Toujours dans cette représentation du système Macron, il y a forcément quelque chose qui est dans l'idéal et qui peut être critiqué en aucune manière. Voilà. Et Benalla, c'est simplement quelqu'un qui a dérapé, quoi. Ouais. On banalise. Non, c'est très bien. Moi, je trouve que on n'a pas assez insisté sur le fait que je crois que le petit grain de sable, ça a été les réseaux sociaux. Et en fait, on ne le sait pas parce que nous, on participe comme des gouttes d'eau à quelque chose. En fait, c'est la première fois en France qu'on se rend compte que effectivement les réseaux sociaux ont eu leur part, c'est-à-dire on fait de la pub pour une émission de télé sur LCP, on repris directement sans passer par comment dirais-je, un spécialiste, on dit directement que ça ne tenait pas à leur histoire parce que ceci, parce que cela. Et puis le sujet aussi, Benalla, c'est le sujet de la façon dont on travaille tous quand on est par exemple fonctionnaire. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de voter pour travailler le dimanche, mais en fait on vous demande d'aller chercher cette idée pour vous. Donc en fait on est dans l'insécurité permanente à l'égard de nos... comment dirais-je, de nos supérieurs hiérarchiques, pour savoir, mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Et je pense que Benalla, par exemple, il est, comment dirais-je, à mon avis, il a dû chercher ce qui allait satisfaire le chef, la surprise, le surprendre à ce niveau-là. Et puis, deuxièmement, on voit bien que les problèmes de formation des gens, pour lui, c'est juste des certificats de compétences. On est là-dedans, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qualifiés pour exercer la sécurité d'un chef d'État, etc., etc. Et puis, en fait, il n'y a que des gens qui font des stages, tabasser des gens, etc., etc. Enfin, je veux dire, l'avenir pro, c'est à l'image de ça. Oui, c'est une très, très bonne analyse, effectivement, du fonctionnement justement du système Macron, qui est calqué sur le système entrepreneurial. Dans mon livre, il y a une citation qui m'a
fait penser à ce que vous disiez. Confrontée à un environnement devenu incertain, la nouvelle entreprise qui émerge dans les années 90 maintenant doit être prête à accepter le changement, tout entière tournée vers le possible. Il y règne un état d'esprit qu'on pourrait presque qualifier de romanesque, tant il présuppose cette attitude propre aux univers fonctionnels, la suspension de l'incrédulité, véritable idéal type de la nouvelle économie, que Don DeLillo, il parle de l'auteur américain, illustre joliment par l'expression « se sentir à l'orée d'un merveilleux changement ». Et effectivement, et c'est pour ça que ça m'a bien plu aussi quand vous avez parlé de réformer le pays, on est toujours dans cette idée d'un changement permanent, d'une menace de changement permanent qui est forcément anxiogène, mais qu'il faut faire passer, qu'il faut rendre possible, et notamment avec ces récits. Peut-être la dame qui va parler, on va essayer de... Je ne sais pas quelle activité va dire, on va savoir en attendant. À propos de la vidéo où on voit Emmanuel Macron parler du pognon de dingue, cette vidéo a été diffusée par sa directrice de communication et je me posais la question, comment ont-ils pu penser que ça pouvait s'inscrire dans un storytelling, parce qu'il est franchement méprisant dans cette vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas eu une fausse note? Alors, effectivement, je ne sais pas, je vais analyser le texte. Le texte, je ne l'ai pas analysé, mais il dit quand même, si, parce qu'il inscrit les pauvres dans une histoire, en fait. Il est en train d'expliquer que les pauvres sont pauvres parce qu'ils sont tombés dedans et qu'on n'a jamais rien fait pour les aider, ou il explique en fait qu'il y a une impossibilité pour les pauvres de sortir de leur situation, et lui il va venir encore en chevalier avec ses réformes pour changer quelque chose. Il dit rien n'a été fait, donc en fait il inscrit vraiment la situation des pauvres dans des politiques de durée qui ont été inutiles. Donc il y a quand même un récit qui est fait. Alors ce qui se passe, c'est que pour des gens politisés comme nous, c'est horrible à entendre, parce que ça nous montre un mépris. Personne ne pense que les pauvres ne sortent pas juste parce que... Enfin, c'est pas comme ça qu'on pense en fait. Il y a des situations individuelles et son discours, il est là pour plaire à l'ensemble de la population. Et je pense que nous, on n'adhère en rien de ce qui est dit dans ces discours-là. Mais s'ils sont prononcés, il faut quand même avoir conscience que c'est parce que ce sont des discours utiles. S'ils étaient totalement inutiles, s'il n'y avait pas des gens qui étaient payés pour les faire, évidemment qu'ils n'auraient pas lieu. Donc ils ont une efficacité. Et ils ont une efficacité parce que finalement, on n'est pas encore en train de se révolter contre lui. Mais pour des gens politisés comme nous, conscients des enjeux, ça fait mal d'entendre ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a quand même la volonté de construire un récit, qui est un récit extrêmement simpliste, mais qui est quand même un récit potentiellement efficace. Mais ça, finalement, les élections nous diront. Bon, comment on peut faire pour que cette efficacité, qu'ils ont, pas sur moi bien sûr, puisqu'on le dénonce, mais pour qu'elle soit réellement dénoncée. Alors, j'ai la prétention de penser qu'en montrant ce genre de choses, alors évidemment on ne va pas faire des ateliers à longueur de temps, mais par exemple dans les réunions publiques, les réunions qu'on fait dans le cadre des groupes d'action, on peut très bien démonter un discours, on peut très bien montrer de quelle façon il y a quelque chose qui vient mentir, qui vient changer le réel en fait. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut faire. Moi je suis persuadée que la bataille qu'il faut mener, c'est la bataille du langage. C'est-à-dire que ce qu'Emmanuel Macron et son équipe sont en train de faire du langage est absolument catastrophique pour les raisons qu'on a évoquées. Parce qu'en fait, c'est pas juste du discours politique ponctuel. C'est une vision de la société entière qui est en train de se mettre en place. Et à force de les répéter, il y a aussi le fait de répéter qui fait qu'il y a un moment où ça nous paraît normal. Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment important d'arriver, quand il y a un discours, quand il y a une interview, d'arriver vraiment à cibler ce récit primordial, et pour ne pas dire primaire, quelque chose qui est de l'ordre du mensonge, de la fiction.
Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais il n'y a pas que ça, il y a évidemment d'autres choses à mettre en place, mais je pense que la question du langage est absolument essentielle. Je vais amener le micro au fond un peu. Oui, mais il en a assez de voir Macron comme ça. Je vais l'éteindre. Alors moi, c'était pour avoir une question, donc déjà merci pour l'exposé. C'était une question plus d'un point de vue pragmatique ou empirique ou stratégique pour nous, parce que bon, maintenant qu'on a fait ce constat-là, malgré tout, est-ce que vous considérez que Macron est devenu au pouvoir parce qu'il a été efficace dans sa communication et que peut-être que nous, si on veut gagner d'autres élections, on devrait s'inspirer de certaines choses de sa communication? Ou est-ce que vous considérez qu'il n'a pas été si efficace que ça, mais dès lors qu'on a tous les médias à sa botte, même si on est moyen, eh ben, peut-être que le fait qu'on soit moyen dans sa communication est compensé par le fait que les médias mainstream, si on peut dire ça comme ça, le soutiennent, etc., qui engendre le fait que même sa communication n'est pas forcément bonne, eh ben, il soit au pouvoir. Voilà, c'est ça la question. Ouais, bonjour, merci pour votre intervention. Moi, c'était surtout pour revenir sur la base de data qui est sortie il y a 2-3 semaines sur Internet. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le truc, parce qu'ils étaient en vacances, vous avez bien raison, en fait, il y a une base de données qui est sortie, en fait, qui répertoriait tous les gens qui avaient tweeté sur l'affaire Benalla, en fait. Donc il y a une ONG qui s'appelle Euro Digital Labs, un truc dans le genre. Et en fait, ils ont fait un communiqué de presse pour dire pourquoi ils avaient sorti cette data, pourquoi on était tous fichés dedans. Et en fait, tout simplement, il y a eu une malhonnêteté dans le fond, parce qu'il y a des gens on appelle ça dans le milieu des anarcho-hackers, c'est-à-dire en gros des militants anarchistes qui font du hacking et qui donc sur internet pour choper des bases de données, et qui donc avaient fait fuiter cette base de données en première intention. Et en deuxième intention, en fait, l'ONG, si t'en fais complètement cramer, ils ont fait bon, on va sortir la base de données. Et en fait, en regardant la base de données, déjà je pense que plusieurs d'entre vous sont dedans. Voilà, il y a Boris est dedans, je suis dedans, vous êtes sûrement tous dedans. Yesa était dedans, parfait. Et du coup, en fait, le truc qui est flippant, c'est dans le communiqué de presse, ils ont dit que c'était seulement pour les comptes Twitter hyperactifs. Sauf que le 55 millième et quelques n'a fait que 7 tweets en 3 semaines sur l'affaire Benalla. Et donc ça c'est le premier point. Et deuxième point aussi, si tu parlais sur la loi des fake news. Sauf que dans les faits, elle est déjà là en fait. Parce que justement, cette enquête, ce fichage généralisé, s'appuie sur la RGDP, alors je suis désolé, je ne sais plus le nom du sigle, et en fait qui est une loi qui dit qu'on peut collecter des données dans le cadre du fait pour enquêter sur une ingérence d'un pays étranger ou sur des fake news. C'est-à-dire que concrètement, on ne sait pas le commanditaire de l'enquête, mais bon, on pense sûrement que c'est l'Élysée. Donc l'Élysée, ayant eu peur qu'il y ait une ingérence russe, comme c'est avéré pour l'élection de Donald Trump, en fait, concrètement, on peut recruter nos données. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on peut agiter l'étendard Poutine, il est là, et on peut se faire ficher tous les jours. Donc concrètement, la loi des fake news n'est pas là, mais elle est là. Et puis en plus, on a sûrement vu ça sur Facebook, que leur presse s'est fait complètement mis hors circuit par Facebook. Donc concrètement, la loi est malheureusement déjà là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on fait sur Facebook ou sur les réseaux sociaux est fichable et c'est légal. Voilà. Donc c'était là-dessus pour avoir ton avis là-dessus aussi. Moi, je voudrais intervenir sur ce sujet. Alors évidemment, je suis beaucoup moins moderne que les mots qui ont été prononcés, mais je mettrai l'accent sur la problématique de l'oligarchie. Et donc, en termes de communication, la domination de l'oligarchie qui crée en même temps des inégalités à la fois économiques, sociales et politiques, et dans lequel finalement la communication de Macron s'explique. Je m'explique. Macron, c'est quoi? C'est un énarque, mais c'est surtout un inspecteur des finances. C'est-à-dire le grand corps des grands corps de la France. C'est une monarchie, une aristocratie qui occupe, je dirais, les postes les plus importants, depuis notamment les phases de privatisation, les secteurs les plus importants de l'économie. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il passe associé gérant à la banque Rothschild, comme les 3/4
des gens de son milieu vont à Rothschild ou Lazare, etc. L'oligarchie française, qui détient à la fois les moyens économiques, mais aussi les moyens stratégiques de communication. Alors, quand je dis oligarchie, je vais citer deux noms, par exemple, Attali et Mink et toute cette clique. C'est évident que le choix de l'oligarchie, plus le choix forcené des médias, plus aussi, reconnaissons-le, une bonne gueule et une façon aussi assez habile de se présenter, font que, effectivement, dans le contexte troublé de ces présidentielles, et l'arrogance et l'effondrement de Fillon, fait qu'effectivement, il peut être au second tour. Alors, moi je pense que la problématique de la communication, c'est excellent, mais ça renvoie finalement à une profonde inégalité et une profonde, je dirais, fondement de l'institution française, et notamment des grands corps, et en particulier l'inspection des finances, qui, à travers la direction de Bercy, qui est en même temps le secteur banquier et financier, gère l'économie française et décide et choisit un président de la République. La meilleure preuve que c'est même pas la peine de passer par un conseil municipal ou je sais pas quoi. Le seul mandat où il a essayé de se faire élire, c'est conseiller municipal au Touquet, et il a réussi l'exploit de ne pas se faire élire. Mais on s'en fout de ça. À partir du moment où ce mouvement économique qui, je dirais, dirige la France d'une manière aristocratique de premier état, il est évident que la vraie communication et le vrai pouvoir résident là. Et je reviens à ce qu'a dit notre camarade bien avant. Nous, notre problème à nous, je dirais, c'est comment lutter par rapport à ça, et est-ce qu'on peut limiter notre intervention à des problèmes simplement, entre guillemets, je ne veux pas être blessant par rapport à ton intervention que je trouve excellente, mais limiter notre intervention à la communication, alors qu'on sait que tous les leviers de pouvoir sont détenus par les pouvoirs financiers, et notamment Bercy, et notamment la haute fonction publique, et les grands corps de l'État, et en particulier l'inspection des finances. Excusez-moi d'avoir été un peu long, merci. Je reste debout pour que les gens puissent me voir. Donc la question, je vais essayer de la faire assez précise. L'exposé était sur la communication macronienne. Donc on a plusieurs leviers qui sont levés, le storytelling, le fait pour Macron de ne pas parler de lui pour le coup, de glorifier les autres, vous l'avez dit. On a tout un exposé. Donc on sait que le but de tous ces leviers de la communication, c'est justement de tromper les destinataires, donc à savoir nous, les citoyens, voire à l'étranger. Et donc ça, on le sait. On sait l'étudier, les sociologues font ça très très bien. Donc la question que je me pose, c'est au-delà de ce constat qui est intéressant, qu'il faut faire et qui permet aux personnes d'être plus alertes vis-à-vis de cette communication, qu'est-ce que vous pensez, parce que je ne crois pas qu'il y ait grand-chose typiquement dans l'avenir en commun là-dessus, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour finalement que les gens puissent être plus en meilleure capacité de se défendre vis-à-vis de ces duperies de communication, justement. Parce que le constat est là, c'est une chose, mais comment faire pour, de façon institutionnelle, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, peut-être à l'école, peut-être, je ne sais pas, c'est une question, pour permettre aux gens de mieux se défendre là-dessus. Vous avez une idée, vous Moi, je regarde des chaînes YouTube, j'ai juste comme ça, maintenant une idée précise. Je sais qu'il y a des cours d'éducation à l'école, aux médias par exemple, mais il y a des démarches, je ne sais pas en fait qu'est-ce qui peut se faire à l'échelle de l'éducation nationale ou même d'autres domaines que l'éducation nationale, j'en ai aucune idée, c'est ma question. En plus de produire des récits, la communication macronienne a produit des vers. Et en particulier ces dernières semaines, elle a produit 2 vers extrêmement dangereux contre lesquels il faut se défendre. Aucune abus, pas partout. Le premier, c'est la pédagogie. Le deuxième, c'est la convergence des luttes. La pédagogie, au sens strict du concept, c'est l'éducation des enfants. Or, on n'arrête pas de vous dire, hier soir, quand on a commenté le premier lettre du ministre, le terme a été utilisé 18 fois par les commentateurs éclairés invités à la télévision. Pédagogie, c'est la science de l'éducation des enfants. La science de l'éducation des adultes, c'est l'andragogie. Donc, il y a des termes qui existent, ils n'ont qu'à réformer leur langage. Depuis 1838, le terme d'éducation des adultes existe.
Donc ça, c'est pour leur donner une petite leçon de culture. La deuxième chose, c'est que ça infantilise. Ça veut dire qu'on est des enfants pas capables d'être des intellectuels militants et de comprendre par nous-mêmes et de leur faire comprendre que nous sommes une opposition. On a bien compris. On n'a pas besoin qu'on nous explique. On a contre. Soit la convergence des luttes. Ils nous disent qu'il n'y a pas de convergence des luttes. Qu'est-ce qu'on entend? Que ça. Or, le mot convergence, là encore, il est perverti. Ça veut dire des choses qui vont dans le même sens. Où vont ces luttes? Elles vont toutes sur la politique gouvernement et sur Macron. Nous sommes dans une situation permanente de convergence des luttes. Et on vient dire qu'il n'y a pas de convergence des luttes. Voilà deux sujets pour ça. Il y en a un qui viendra sur les deux sujets. Savez-vous quel est le parti bolchevique en France? C'est la République en marche. Parce que bolchevique en russe, dans l'époque des Russes, ça veut dire le parti majoritaire. Bolchevique, c'est le superlatif de Bolchoï, et Vik, c'est le parti. Les Miencheviks, c'était les minoritaires. Nous sommes les Miencheviks de l'époque, et eux sont les bolcheviks. Dites-leur qu'ils sont les bolcheviks, parce que Alors, oui, je vais poser ma question du coup. Est-ce qu'avec sa victimisation permanente et ses théories du complot, du style les médias et mes opposants sont contre moi, alors que objectivement, même les médias qui sont objectivement avec lui, donc c'est vrai, ils m'ont un peu lâché sur l'affaire Benalla. Moi, à mon avis, par opportunisme, mais c'est pas le sujet. Est-ce qu'on peut pas dire qu'Emmanuel Macron est devenu aussi populiste que le populisme qu'il prétend combattre, assez peu efficacement d'ailleurs? Voilà. Juste une réflexion. Moi, je suis pas mal sur Twitter. J'ai vu quelque chose que j'avais vu en psychologie. J'ai l'impression qu'à chaque fois que les macroniens parlent, ils font du transfert. Donc, ils donnent leurs pensées aux autres, justement pour pouvoir finir par la guerre c'est la paix et ce genre d'affirmation en permanence. Donc, en fait, par inverse, quand ils disent quelque chose, c'est ce qu'ils pensent vraiment, ils nous en accusent, mais on peut peut-être les attaquer aussi sur ce biais-là, parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Juste un mot sur l'affaire Benalla. Si Benalla n'avait pas eu de barbe au moment de la répression du 1er mai, il aurait été obligé de mettre une fausse barbe après. Mais là, comme il avait une barbe déjà, il lui a suffi de se faire couper la barbe. Et les gens qui ne le connaissaient pas encore, qui n'avaient pas suivi tout ça, en voyant le nouveau Benalla, les images ensuite qu'on pouvait remontrer du 1er mai, on ne l'y retrouvait pas. Bon, mais ça c'est un détail. Les gens, on a essayé de leur faire croire que Macron, c'était très nouveau, complètement nouveau. Et donc, il s'opposait, en étant complètement nouveau, à tout ce qui s'était fait dans les années précédentes. Et il me semble qu'une politique de communication intéressante pour nous, me semble-t-il, ce serait de souligner sans cesse à quel point il est un homme du passé. Il était le conseiller de Hollande. Il était déjà dans les sphères du pouvoir sous Sarkozy. Et quand on regarde comment il gesticule quand il parle, on s'aperçoit dans sa gesticulation qu'il a choisi comme modèle, non pas Hollande, mais Sarkozy. Toutes ces mimiques, c'est ça. Bon. Et donc, il faut montrer sans arrêt à quel point c'est l'homme du passé. Et quand on nous montre qu'il y a des choses vraiment moches qui se passent dans les hôpitaux, dans les écoles, etc., et qu'on veut changer, eh bien, nous dire qu'avec lui, il va y avoir des réformes, ben on sait bien que
s'il avait voulu faire des réformes, du temps de Sarkozy ou de Macron, il aurait pu le faire. Plus largement, je pense que ce que disait le monsieur à propos du fait de les faire de les prendre à leur propre jeu, c'est effectivement quelque chose qui est indispensable. Je pense aussi, toutes vos remarques ont été extrêmement justes et finalement j'ai pas grand chose à y apporter. Ce que vous avez dit tout à l'heure en revenant sur un mot qui est répété comme un mantra, en l'occurrence c'était la pédagogie et la convergence. Revenir sur un mot qui est répété comme un mantra, qui n'est pas répété par hasard, évidemment, et montrer à quel point il est absurde, inutile, et surtout c'est un mensonge, ou ça vient de quelque chose, d'une fabrication, quoi, de quelque chose d'artificiel, c'est aussi ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, évidemment, j'ai pas de solution miracle. Ce que je sais, c'est que quand j'entends Macron, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire cet atelier. J'entends ces communicants dire « Ah, on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça ». Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut révéler. Alors, évidemment qu'il ne faut pas se contenter de ça. Hein. Je suis bien d'accord pour dire que ça ne doit pas empêcher d'aller manifester, d'aller soutenir telle ou telle lutte. C'est absolument indispensable. Mais par contre, dans la mesure où il y a cette espèce de contamination du langage qui se fait depuis maintenant, ça fait 3 ans presque, hein, qu'on a le langage Macron en permanence, et que c'est en train de devenir la norme, il est extrêmement important de l'identifier, de le dénoncer, et pas forcément en faisant des présentations très complexes. Hein. Finalement, c'est très simple ce qu'il fait. Je trouve ça simpliste. Je veux dire, ces récits sont simplistes. Et quand je dis que c'est efficace, ça ne veut pas dire que ces récits sont merveilleux et qu'ils nous transportent tous. Je dis que jusqu'à maintenant, ces récits ont été suffisamment efficaces pour lui permettre d'accéder au pouvoir, avec ces 18% qu'il a fait au premier tour. Hein. Je veux dire, et d'ailleurs, le deuxième tour, avec Macron contre les extrêmes, la démocratie contre le fascisme, qui a été présenté, c'était aussi une forme de récit, qui a été efficace. Qui a été efficace parce qu'il a réussi à être président de la République. Après, peu importe, je ne suis pas en train de dire que l'extrême droite n'est pas... Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que Marine Le Pen, c'était un danger, mais en tout cas, le récit qui en a été fait, qui était un récit simpliste, lui, a été suffisamment efficace pour qu'il accède au pouvoir. Et
Et si on pouvait juste arriver à montrer qu'il y a toujours ça, qu'il y a toujours cette fabrication, peut-être que ça pourrait changer un petit peu les choses. Après, je ne pense pas que les gens soient dupes, tous dupes. Je pense que la globalité de la population est assez dégoûtée de la politique de toute façon. Et puis si on parle un petit peu avec les gens, ils disent « Ah mais c'est tous des menteurs, ils nous racontent tous des histoires ». Finalement, ça revient à ça. Mais il n'empêche que les récits qui nous sont présentés sont les moins rejetés. Voilà. Ce sont ceux qui passent le plus. Et ce qui se passe encore une fois avec la vidéo sur les pauvres, et peut-être sur l'affaire Benalla, ce sont des discours qui vont peut-être permettre que ça passe. Voilà. Donc, je reviens. Donc, c'est pour ça que votre question, j'ai du mal à y répondre, parce que oui, évidemment qu'il a tout pour lui, il a les médias pour lui, et c'est pas glorieux. Sa victoire, elle n'est pas glorieuse. Mais il n'empêche que c'est une victoire et que c'est là qu'on doit lutter au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'effectivement, il est impopulaire. Il est de moins en moins populaire au fil de son quinquennat, et nous, on est aussi capable d'arriver avec un discours qui est plus vrai. Et ça, notamment dans l'avenir en commun, on a des choses qui sont quand même concrètes et précises, et il faut vraiment qu'on s'appuie dessus. Je trouve que le travail que font les parlementaires aussi est excellent, parce qu'eux, ils sont vraiment dans un discours opposé systématique, et ils y vont frontalement. Quand on nous dit que ce sont les patrons qui nous coûtent cher, ben voilà, c'est une façon, on reprend cette espèce de cliché de l'assisté qui coûte cher et on le retourne. Ou du salarié qui coûte cher et qui coûte trop cher et on le retourne. Donc les parlementaires, les députés de la France Insoumise font vraiment un travail magnifique à ce niveau-là, parce qu'ils y vont. Ils passent par le langage en permanence, d'ailleurs c'est leur métier d'une certaine façon, ils sont dans le discours en permanence. Par rapport à effectivement ce qui s'est passé avec le fichage, etc. Bon, alors j'en ai pas parlé parce que c'est très très nouveau et que j'attends aussi de voir ce qui va être décidé par rapport à la question du classement, du tri d'informations publiques. Voilà. Je pense que la vraie question, elle est là. C'est dans quelle mesure on peut faire des statistiques, des sélections, etc. à partir de données publiques. Et tant que j'ai pas eu de réponse par rapport à ça, tant qu'il n'y a pas eu de décision rendue, j'aurais du mal à m'exprimer là-dessus. Mais d'une certaine façon, c'est vrai que moi j'ai eu aussi le sentiment que quelque chose se précipitait là, ces derniers temps, entre Benalla et cette histoire de fichage, comme un emballement. Donc ça veut dire que dans les mois qui viennent, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant, et là encore qu'on dénonce, voilà, qu'on utilise nos mots, pour dénoncer de façon très claire ce qui se met en place et qui ressemble à quelque chose qui est plus qu'autoritaire. Vous m'avez compris. Oui, sinon d'autres choses à faire. Alors au niveau de l'école, il y a des choses qui existent. Moi je suis professeure de français et je suis, dans le cadre des programmes de l'éducation nationale, amenée régulièrement à faire du décortiquage d'images, de discours, etc. Alors, évidemment, je ne décortique pas les discours d'Emmanuel Macron en classe, vous vous en doutez bien, mais par contre, il y a une éducation, bien sûr. Moi, je travaille sur des publicités, par exemple. Voilà. Ce genre de choses qui peuvent être utiles, de montrer comment on peut amener quelqu'un à acheter un produit. Ce sont des choses qui se font. Après, chacun a ses sensibilités, évidemment, donc on ne peut pas demander à tout professeur de décortiquer une image pour montrer quelle est mensongère ou ce genre de choses. Mais au niveau de l'école, il y a une éducation à l'esprit critique. Hein, c'est quelque chose qui est très important et bon, moi je l'utilise dans le cadre de ce qui m'est possible et permis et puis aussi de ce que les élèves ont envie d'entendre et peuvent entendre aussi, hein, évidemment. Donc il y a ça, et puis encore une fois, nous, au quotidien, dans nos groupes d'action, on peut faire un tas de choses. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, mais voilà, je voulais d'abord vous remercier, surtout vous remercier pour votre participation, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça plus tard, ensemble. En tout cas, je suis là pendant les 4 jours, si vous voulez.